Bien, décidément, bonsoir à toutes et à tous. Juste pour votre information, nous démarrons avec quelques minutes de retard cette conférence pour quelques petits soucis de mise en direct. Donc nous sommes tout de même très heureux de vous accueillir ce soir avec ma collègue Elsa à la technique, mais tout va aller bien puisque nous allons présenter notre conférence du jour dans le cadre du cycle Astro, voir le ciel autrement que par des observations, que par des recherches poussées, puisque le ciel s'offre à nous bien souvent au fil de ces mots, une constellation de mots qui est dans notre quotidien. Et puis, si vous êtes ce soir lunatique, parce que la conférence commence tardivement, ou peut-être plus terre à terre, nous allons tout de même tenter de continuer à vous sidérer. Alors, si bien sûr la Lune est un astre, on va veiller à ce que la conférence ne continue pas à être un désastre qui risquerait de faire en sorte que vous vous éclipsiez et du coup que nos espoirs de vous passionner fondent comme neige au soleil. Alors, pour suivre le fil des mots dans le ciel, nous avons le plaisir ce soir d'accueillir un spécialiste, Daniel Kunt, que je salue. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Encore désolé pour Bonsoir. ce retard. C'est comme... Allons-y, allons-y. Alors, Daniel, je vais me permettre de te présenter ce soir. Alors, Daniel, tu es astrophysicien émérite du CNRS au cœur de l'Institut d'astrophysique de Paris que tu as, je crois, rejoint en 1981. Mais on aurait pu tout autant t'inviter ce soir pour nous parler de tes sujets de prédilection et de recherche, les galaxies, les quasars, la cosmologie, les supernovas, voire même des grands télescopes de l'Observatoire européen austral basé au Chili, parce que tu as passé ton service militaire au chanceux, ou encore on a abordé les sujets propres à ta thèse d'État, qui ramène à l'expansion de l'univers, aux fameux neutrinos, en tant que membre de l'ESO à l'époque au Centre de recherche nucléaire de Genève. Mais point de tout cela ce soir, nous allons nous intéresser à tes qualités d'initiateur, de passionné que tu es, de l'implication des chercheurs dans la vulgarisation scientifique, que l'on appelle de nos jours la médiation scientifique, une implication qui t'a mené dans une mission ministérielle en 1990 auprès d'un ministre de la Recherche regretté, Hubert Curien, un voisin en quelque sorte, qui est né dans les Vosges, juste à côté de chez nous. Et avec cela, nul n'est besoin de préciser que ta passion rejoint ton besoin existentiel de diffuser la science au plus grand nombre. Et on retrouve cela à travers de nombreuses publications et tes ouvrages grand public, parfois sur des thèmes un peu polémiques comme l'astrologie, et puis au travers d'autres activités, un livre CD avec Michel Boujna par exemple, une intervention auprès d'un spectacle multimédia, une exposition pour nos amis et collègues du planétarium de Vaux-en-Velin. Cette conférence revêt également un caractère bien particulier à la veille des nuits de la lecture, une manifestation nationale qui me fait penser d'ailleurs à une nuit que je connais très bien et dont tu es l'initiateur avec nos amis de l'Association française d'astronomie. Je veux parler par exemple d'Alain Sirou ou encore de ceux de l'Anesthésie Association nationale sciences et techniques jeunesse, tels qu'Olivier Lasvernias, Patrick Roth ou encore Éric Pied-Noël. Et avec cette bande de passionnés, vous avez eu le mérite de créer la première nuit des étoiles filantes en août 1991 et puis bien sûr de créer en même temps une émission télévisuelle sur l'astronomie à une heure de grande écoute qu'on appelle maintenant malheureusement un prime time et avec des équipes d'Antenne 2 à l'époque, Claude Sérillon, encore Hubert Reeves, un petit peu plus tard Marie-Odile Monchicourt. Les pionniers que vous êtes sont en quelque sorte, je pense, les précurseurs de toutes ces nuits qui nous envahissent désormais, nuit des musées, nuit blanche, nuit européenne de ceci, nuit des chercheurs, ou encore la nuit des idées. Mais heureusement, il y a un jour de la nuit. Alors tout cela, c'est une question de mots.
et je vais m'éclipser sans plus tarder pour te laisser la parole, le ciel et les mots. C'est à toi. Merci Jean-Yves, merci pour cette présentation. Je suppose que vous me voyez. Moi, oui, vous confirmez, d'accord. Eh bien, écoutez, moi, je vois un écran, et sur cet écran, il y a des étoiles, des mots déjà. Alors, merci d'être là, venu partager un coin de ciel avec moi, et ça me renvoie d'ailleurs à un très beau vers d'un poète connu, un grand poète français, parmi nous encore, qui s'appelle Bernard Noël, et qui a dit: le ciel commence à ras de terre. Alors voilà, on a le ciel au-dessous de nos pieds, devant nous, au-dessus de nous, et nous allons le partager. D'autant plus que ce dont je vais vous parler, ce sont des mots qui sont... Je vais vous apprendre ce que vous savez déjà, en fait. C'est ça le secret. Je ne vais pas vous parler des mots que j'utilise quotidiennement, puisque je suis dans mon métier, puisque je suis astronome, et évidemment, comme dans tout métier, on a un jargon compliqué pour tout le monde. En ce qui nous concerne, nous, c'est surtout les langages mathématiques, mais il y a aussi d'autres termes un petit peu plus obscurs, comme magnitude, parallaxe, des choses comme ça. Mais là, non. Là, il s'agit, vous et moi, de partager les mêmes mots. Nous sommes un peu comme Monsieur Jourdain qui découvre avec bonheur qu'il parle la prose. Et c'est ce qui m'est arrivé il y a à peu près une trentaine d'années, lorsque, au détour de mon travail, j'ai découvert qu'effectivement, il y avait des mots assez curieux, assez ordinaires qui venaient de là-haut. Des mots comme, je crois que les premiers que j'ai dû trouver, c'était jovial, cosmétique, malotru, j'y reviendrai. Voilà. Alors, tout ce que je vais vous dire un petit peu, c'est évidemment, je vais en extraire un florilège qui provient de 3 ouvrages que j'ai écrits. Un ouvrage, Les mots du ciel, bien sûr, c'est là que au bout de 20 ans, j'ai décidé de tout rassembler. Un autre ouvrage sur l'origine des constellations, et puis le dernier, qui est en rapport avec ce que l'on fait ce soir, c'est l'astrologie est-elle une imposture? C'est un travail aussi qui rejoint le fait que quand on se lève la tête, tous depuis des millions d'années, eh bien, on voit un ciel qui nous paraît étonnant, qui paraît parfois inquiétant, et qui en tout cas a donné naissance à l'astrologie. Alors, je pense que vous avez la première image, le ciel au fil des mots. Je vais procéder. Je suis donc Daniel Kunt, vous le savez déjà, l'Institut d'astrophysique de Paris, qui est fermé pour l'instant, mais on travaille donc chez nous. Mais enfin, on arrive à se parler. Vous voyez, il y a énormément de mots, et il y en a à peu près, moi j'en ai sélectionné 200, 250, peut-être même plus. Il y a des mots qui sont tout à fait évidents, dont je ne vous parlerai pas, mais je vais essayer quand même de picorer un certain nombre de certains d'entre eux, qui vont, pour certains, vous étonner. Je pense que moi-même, j'ai été étonné lorsque je les ai découverts. Alors, je vais commencer d'ailleurs par se mettre dans la position qui a toujours été la nôtre. On a le ciel au-dessus de nous, le ciel. Et ensuite, on va aller du côté des étoiles, de la lumière, on va s'éloigner, et puis on viendra et on terminera par les planètes, le système solaire, et peut-être, si on a un peu le temps, le calendrier. C'est important. Notre calendrier repose essentiellement aussi sur notre observation du ciel, bien entendu, puisque la Terre tourne autour du Soleil, et c'est ce qui permet de rythmer le temps et nos activités. Mais au-dessus de nous, les anciens, eux, n'avaient pas forcément conscience que le ciel était aussi sous leurs pieds. Ils voyaient la voûte céleste. Déjà, voûte céleste, donc cette idée qu'il y a une voûte, hein, qu'on ne pouvait pas aller beaucoup plus loin. Et il fallait que cette voûte soit solide. Vous savez bien que les Gaulois craignaient que le ciel leur tombe sur la tête. D'où le terme firmament. Dans firmament, il y a cette notion d'appui, de soutien. C'est firme, c'est solide. Hein. Les eaux d'en bas, les eaux d'en haut, ça c'était la vision du monde il y a à peu près un peu plus de 2000 ans. Mais il y en a d'autres. Par exemple, pour atteindre le firmament, qu'est-ce qu'on fait? Bien, le plus simple, c'est monter, de suivre le chemin qui monte au ciel, et on arrive où? On arrive au zénith. Le zénith, chacun en a un. C'est ce chemin qui est au-dessus de notre tête. Mais le zénith, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Ben, j'étais très étonné de découvrir que ça venait, comme beaucoup de mots d'ailleurs, de l'arabe, semt. Et d'ailleurs, je le dois à Jeanne Moreau. C'est Jeanne Moreau qui, lors d'une émission où elle était invitée, qui s'intitulait Mon zénith à moi,
m'avait invité pour lui parler de ce mot zénith. Et je me suis empressé de regarder dans le dictionnaire et j'ai découvert ça. Zénith, c'est le chemin au-dessus de la tête. Et d'où ça vient? Eh bien, on est passé de Semt à Sénith et à Zénith. Tout ça grâce aux moines, aux copistes au Moyen-Âge qui, évidemment, copiaient les textes venus des Arabes. Et évidemment, quand on copie, c'est un peu comme une mutation génétique. À force de copier et de recopier, eh bien, le M s'est transformé en MI et ça a donné le mot zénith. Voilà. Déjà, première surprise. Et bien sûr, quand on parle du ciel, eh bien, on sait que le ciel, ça inspire la plupart du temps respect et crainte. Et c'est aussi Dieu. Le ciel, c'est Dieu. D'ailleurs, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est une façon d'invoquer Dieu. Être au 7e ciel, c'est aussi vivre à l'extase, la béatitude. Dans certains cas, c'est pas si évident. Lorsqu'il s'agissait des kamikazes, c'est le vent divin. Le vent divin venu du ciel, mais on sait que ce qu'il en est advenu, puisque c'était des avions suicides. Alors, pour être quand même plus positif, je terminerai par le célesta. Le mot célesta, on entend le mot ciel, tout simplement parce que c'est un instrument de musique qui a des sons particulièrement célestes, qui vous donnent l'impression, effectivement, d'entendre la lumière divine. On retrouve d'ailleurs cette notion de musique des sphères que déjà depuis Platon, depuis que Kepler d'ailleurs avait essayé de retrouver à travers son premier modèle cosmologique. Alors bon, le ciel c'est haut, hein. On le gratte de temps en temps, on essaye. Bon, parfois on l'invoque pour d'autres raisons, beaucoup plus simples, beaucoup plus triviales. Alors, puisqu'on est sur une Terre plate, comme vous le savez, il y a de plus en plus de gens qui savent que la Terre est plate maintenant. Non, elle n'est pas plate. Non, elle est ronde. Non, rassurez-vous, elle est ronde. Mais enfin, il y a encore des gens, paraît-il, qui croient que la Terre est plate. Ils font même des mesures, d'ailleurs, pour prouver que la Terre est plate. Alors, quand ils font des mesures, ils s'aperçoivent qu'il y a un petit écart. Ça ne marche pas très bien. Le petit écart leur dit, d'ailleurs, que la Terre n'est pas plate, mais ils préfèrent penser que ce sont des erreurs de mesure. Enfin, voilà. Donc sur cette Terre, il faut bien sûr se repérer. Alors on a le nord, l'est, l'ouest, le sud. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot Orient, oui, que je vois sur ma petite flèche, là vous verrez, le mot Orient vient du latin oriri, qui veut dire se lever, mais quand on parle d'un astre. Donc l'Orient, c'est le lieu à partir duquel on voit les astres se lever. Et l'Occident, de l'autre côté, c'est dérivé de Ob et Kadéré, c'est l'objet qui tombe. Ce sont les astres qui se couchent. Donc, vous voyez, l'Orient et l'Occident, c'est vraiment lié à notre position par rapport aux astres qui se lèvent et qui se couchent, c'est-à-dire à la rotation de la Terre sur elle-même. Soit dit en passant, l'Occident, évidemment, l'Occident, c'est la région où l'on voit le soleil se coucher. Alors, là, j'ai planté le décor, la Terre, le ciel. Mais le lien que nous avons avec le ciel, c'est quand même la lumière. C'est pratiquement le seul lien que nous ayons. Il y a évidemment les ondes gravitationnelles, mais enfin, on n'a pas tellement l'occasion de les voir. On ne les voit pas. Et on a aussi des rayons cosmiques, mais l'essentiel de ce que nous savons du ciel provient de la lumière. Et il se trouve que la lumière, le mot lumière, nous utilisons ce terme-là, lumière, ça découle d'une racine indo-européenne qui est loc. L-E-U-K. Il y a une autre racine qui évoque aussi la lumière, dont je vais parler, c'est DI. 2. Alors, Loc et DI. Je vais d'abord parler de DI. Ça désigne le ciel lumineux, mais alors là, ça comporte l'idée de divinité. D'ailleurs, c'est vrai, vous voyez, cette image déjà donne l'impression que très au-delà, il y a peut-être quelque chose de lumineux qui nous dépasse. Et le soleil a récupéré cette notion-là, cette notion qu'on retrouve dans journée, à travers dies. Dies est devenu di, et dans midi. Et on retrouve lundi, le jour de la Lune, le jour de mardi, mercredi, le jour de Mercure, le jeudi, le jour de Jupiter, vendredi, le jour de Vénus. Et dans midi, qui veut dire le jour
Le jour, c'est lorsque le soleil est là, la moitié du jour. Et un autre terme, le terme diurnum, aussi vient de dies, hein, de cette notion, cette racine-là. Et curieusement, il lui est arrivé une drôle d'histoire, c'est que diurnum a été prononcé giornum, et peu à peu, c'est devenu jour, et ça a donné le nom jour tel qu'on l'utilise aujourd'hui. On est passé de diurnum à jour. Je voulais vous dire, hein, je vais vous parler des astres, de l'astronomie, du ciel, mais je vais aussi vous parler de linguistique. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est pas vous qui ça doit vous passionner, je l'espère, c'est ce croisement entre la langue et la science. Et la linguistique est extraordinaire, parce qu'on s'aperçoit qu'un mot change de famille, se travestit, change de sens, et parfois c'est même très difficile de trouver d'où il vient. Et c'est pour ça que je me suis vraiment livré à un petit travail digne de Sherlock Holmes, parce que ça m'a pris des années pour collectionner tous ces mots que je vous présente ce soir. Et vous voyez, le mot jour a donc deux sens, le sens de lumière et le sens de durée. Et ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que je suis parti de dies, qui était la racine commune, et on voit que Dieu, jour et diurne ont une racine, même racine unique. Pas évident. Maintenant, si je reviens à l'autre racine, Locke, ça a donné aussi 4 familles: Lux, Lumen, Lustrum, Luna. Alors, bon, je vais aller très vite. Lux, par exemple, ça donne toute une série de mots comme luire, reluire, Lucie, luzerne. Oui, luzerne, c'est parce qu'il y a une petite graine qui brille à l'intérieur de la plante. Mais il y a surtout Luna. Alors Luna, ça a donné la lune, évidemment, du latin luna. Et là, il y a, évidemment, on pourrait passer une conférence entière sur les mots de la lune, les expressions de la lune. Il y a d'ailleurs un livre formidable qui a été écrit par un folkloriste nommé Paul Sébillot au XIXe siècle, qui a collectionné comme ça toutes les traditions populaires, les mots populaires, et c'est absolument extraordinaire ce que les gens dans les campagnes pouvaient penser, leurs craintes, leurs peurs, leurs superstitions. Être victime d'un coup de lune, par exemple, ce dessin, vous voyez, qu'on a utilisé lors d'une affiche de la Nuit des Étoiles, vient de Jean-Pierre Descloseaux, par exemple. Il y a demi-lune, la lune, il y a les lunettes, il y a les lunettes de nos toilettes, les lunettes de la voiture, il y a les lunatiques aussi, ceux qui sont nés sous une mauvaise lune, les enfants de la lune. Il y a énormément d'expressions. Avoir ses lunes, c'est-à-dire avoir ses règles, avoir ses menstrues, pour les femmes, c'est simplement parce que on avait vu, enfin les anciens ont remarqué une coïncidence presque parfaite entre les lunaisons et la durée moyenne des règles. On sait qu'aujourd'hui, la Lune, c'est pas elle qui a cette influence-là, c'est à peu près une coïncidence, d'ailleurs ça ne correspond pas tout à fait, mais l'expression est restée. Un dernier mot quand même, puisque je vais parler de la Lune et je n'y reviendrai pas. 1683. Qu'est-ce qui se passe en 1683 ? En 1683, vous voyez cette petite ville-là, c'est Vienne, en Autriche. Eh bien, Vienne est assiégée par les Turcs. Et, voilà. Et le siège dure longtemps, et finalement, grâce à quelques aides extérieures, finalement, le siège, les Viennois arrivent à vaincre, à briser ce siège, et évidemment, c'est le soulagement, c'est la victoire, et un pâtissier a l'idée de fabriquer ce petit croissant, un croissant en forme de lune, d'ailleurs un petit peu plus courbé que celui-là, parce que rien de plus réjouissant que de manger l'emblème du vaincu, puisqu'il y a effectivement un croissant de lune sur le drapeau des Turcs. Voilà. Et ensuite, eh bien, cet usage s'est répandu très rapidement, c'est arrivé à la cour de France, et maintenant je pense que vous avez vous-même très souvent un croissant, j'espère, au petit déjeuner. Et d'ailleurs, quelle que soit la position que le croissant a dans votre assiette, vous parlez toujours de croissant et pas de décroissant, hein, contrairement à ce que l'on peut voir en ciel lorsque la Lune est croissante ou décroissante. Voilà. Alors, voilà pour la lumière. Maintenant que nous avons le ciel, nous avons la lumière. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Eh bien, on voit évidemment des étoiles. Alors, les étoiles, c'est une très belle notion, c'est
anoblissant. On voit les étoiles sur les généraux, les hôtels, le guide Michelin. Enfin, dans un certain cas, c'est un macaron. Enfin, on parle d'étoiles, des étoiles Michelin. Mais il y a aussi des étoiles célèbres, des étoiles qui sont plus connues que d'autres. En particulier l'étoile du Nord. On parle d'ailleurs, on dit perdre le Nord. Et cette étoile, l'étoile du Nord, s'appelle aussi Tramontane, curieusement. Parce que pour les marins qui sont dans la Méditerranée, eh bien, c'est l'étoile que l'on voit derrière les montagnes et qui indique le Nord. D'où d'ailleurs ce vers de Brassens, j'ai perdu la Tramontane en perdant Margot. Donc c'est l'axe du monde, et cet axe du monde, évidemment, a configuré beaucoup de légendes, et en particulier les Inuits, les Lapons, qui pensaient effectivement que l'axe du monde passait à travers physiquement, hein, à travers l'étoile polaire. Il y a d'ailleurs, quand on regarde vers le nord, dans l'hémisphère nord, eh bien, on voit des constellations très très remarquable, en particulier la Grande Ourse. Et la Grande Ourse, c'est Arctos, pardon, en grec. Et c'est pour ça que la présence de la Grande Ourse, qui était vue de cette façon-là par la mythologie, eh bien, ça a forgé le terme arctique, hein, qui est forgé sur le mot Arcos, tout simplement parce que c'est la région vers le nord qui est sous la Grande Ourse, qui est tout à fait au nord. Et il y a, on dit naviguer à l'ours, bien sûr, c'est quand on va en direction du nord, hein, quand on a le vent du sud derrière qui vous pousse. Mais si on regarde la Grande Ourse un petit peu attentivement, là j'ai un petit schéma, et bien quand on prolonge les 3 étoiles qui sont là, 3 étoiles qui sont ici, qui montrent une sorte de doigt, eh bien on arrive où? Et là, je la reprends là, vous avez la Grande Ourse ici. Ces 3 étoiles-là font comme un doigt qui indique une étoile, c'est Arcturus. Dans Arcturus, vous entendez à nouveau l'ours, Arcos, et ça veut dire littéralement gardienne de l'ours. Effectivement, c'est l'étoile qui surveille la Grande Ourse et la petite. Hein, la petite, elle est de l'autre côté, elle est par là, vers le nord. Voilà. Une autre étoile remarquable, parmi d'autres, il y en a plusieurs, mais il y a surtout l'étoile Sirius, que vous pouvez observer en ce moment, qu'on voit très très bien. C'est l'étoile du chien. Et cette étoile du chien, eh bien, elle a été remarquable à plus d'un titre. D'abord parce que lorsque les Grecs voyaient cette étoile Sirius se lever, eh bien, la première fois se lever en même temps que le soleil, juste au moment, un tout petit peu avant le lever du soleil, ça annonçait les crues du Nil, ça annonçait l'été, les grandes chaleurs. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, les Grecs ont repris la notion de chien, c'est le chien dans la constellation, et la notion de chaleur pour forger le mot canicule, puisque canis, hein, canis ça veut dire chien, donc canicule c'est effectivement la période des grandes chaleurs, qu'on retrouve d'ailleurs en anglais, hein, dans Dog Days, qu'on retrouve aussi d'ailleurs en russe quand on parle des vacances, puisque vacances en russe ça se dit caniculi, hein, c'est le moment choisi pour prendre ses vacances. En général on préfère le beau temps que l'hiver, encore qu'on peut aussi prendre nos vacances pendant l'hiver. Alors, puisque je parle d'étoiles, eh bien, il y a des étoiles remarquables, en particulier par terre, sous nos pieds. Évidemment, il y a l'étoile de mer, celle qui ne voit jamais le ciel, mais il y a aussi, dans le Jura, ces petites étoiles-là. Je ne sais pas si vous les voyez, j'espère. Comme je ne vous vois pas, j'espère que vous voyez cette petite chose-là. Ça s'appelle une pentacrine. C'est un petit fossile. Vous voyez bien, là. C'est un peu si... Jean-Yves, tu me dis s'il y a un problème. Ouais, il ne m'entend pas. Et ce petit fossile, c'est un échinoderme qui vit au fond des mers, et c'est une partie de son squelette que l'on voit là. Penta, 5. Vous voyez, il y a 5 branches. Est-ce que vous m'entendez toujours? Je n'ai pas de retour. Je suis troublé. Bon. Je suppose que oui. Excusez-moi, mais je fais un point. Ah oui, bon. Voilà, donc vous me voyez, donc j'espère que vous m'entendez.
Alors, voilà. Donc, voilà pour les étoiles, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres expressions qui viennent de nos étoiles. Vous savez que les astrologues, quand même, pendant longtemps, ont cru que les étoiles nous influençaient vraiment. Je vais y revenir. Mais un terme très particulier, c'est malotru. C'est un des premiers mots que j'ai découvert, d'ailleurs, malotru. Là, je suis tombé vraiment sur les fesses. Et merci Reiser pour dire les choses comme il faut. Parce que malotru, ce quelqu'un maintenant aujourd'hui, ça veut dire quelqu'un de mal élevé, quoi, de mal embouché. Mais au départ, c'était pas ça. Malotru, ça vient de malum astrum, ça veut dire qui est né sous une mauvaise étoile. Vous savez, quand les gens naissaient, ça d'ailleurs, Paul Sébillot l'explique très bien, eh bien les gens sortaient de la maison, regardaient au-dessus de leur tête et regardaient s'il y avait une bonne étoile, une mauvaise étoile, une étoile brillante, autrement dit. Et quelqu'un qui était chétif, un peu pas très bien, on disait que c'était un malotru. Mais c'était pas aussi péjoratif qu'aujourd'hui. Alors, j'ai dit que les étoiles avaient une influence sur nous. Ben oui, c'est vrai. C'est ce que les astrologues pensaient. Hein. Et influence, influer, influerer, on pensait vraiment qu'il y avait une substance, quelque chose qui venait des étoiles et qui nous transformait, qui coulait en fait. Et d'où le terme flou. Vous savez, si vous faites de l'anglais, flou, c'est la grippe. Donc, ça nous perturbait complètement. Voilà. Et donc, c'était bien embêtant. Alors, donc on croyait tellement qu'il fallait regarder le ciel pour essayer effectivement d'imaginer ce qui allait nous arriver, que les étoiles avaient une influence sur nous. Et d'ailleurs, Verlaine, dans un poème dit saturnien, dit bien que lire au ciel les bonheurs ainsi que les désastres. Et chaque âme était liée à l'un des astres. Il rime désastre et désastre. Le mot désastre, bien sûr, vient de l'étoile. Et tout cela vient à l'origine du mot sidéris, qui a le sens de constellation, mais qui a le sens d'un astre aussi, sidéral. Sidéré, donc, lorsqu'on est évidemment sous l'influence catastrophique d'un astre, eh bien, on est sidéré, on est abasourdi. Mais là, je vais en venir peut-être au mot qui m'a le plus séduit de tous ceux que j'ai trouvés. Eh bien, le terme considérer. Qu'est-ce que c'est que considérer? C'est co c'est avec, hein, compagnon, compagne, concitoyen, citoyen avec les autres. Considérer, à chaque fois qu'il y a co, c'est avec. Considérer, c'est avec l'astre, c'est regarder les étoiles. Et en fait, c'était un terme de marine. C'est important pour les marins de savoir où ils se trouvent sur mer et ils observent les étoiles. Eh bien, figurez-vous que, alors, avant, considérer, c'est ensuite devenu effectivement regarder un objet en tant que tel. Voyez-vous que là, il y a un changement de sens. Hein. Donc, considérer, on ne voit pas tout de suite que c'est un mot qui vient du ciel. Mais désir, qu'est-ce que vous en pensez? Désir. Vous auriez pensé, non? Moi, je n'ai pas pensé tout de suite, que désir venait des étoiles. Eh bien, désir, c'est simplement l'inverse de considérer. Dé, vous savez que dé est privatif, en général. Déprécié, déprimé, enfin, déprimé, je ne sais pas, mais déprécié. Et au départ, c'était décidéré. Sidéré, c'est l'as, décidéré. Mais comme dire 2 fois dé, ça ne se dit pas, ça a donné désir. Et désir a changé de sens, du coup. Ce n'est pas simplement ne plus regarder l'astre, c'est aussi ne plus regarder ce que l'on contemplait, ce que l'on aimait, ce que l'on aime. Et donc, quand on ne regarde plus ce que l'on aime, eh bien, on est pris d'un sentiment différent, qui est le désir. Je trouve que c'est un des plus beaux mots, quand même, un des plus beaux cadeaux du ciel à nos pulsions vitales, je trouve. Alors, il y a les constellations. Les constellations, c'est être ensemble. On retrouve le co de tout à l'heure, et l'étoile, les étoiles. Alors, il y en a qui sont très célèbres. En ce moment, vous pouvez voir les Pléiades, et ça a donné effectivement l'idée d'un groupe de poètes qui se situe au XVIe siècle avec Libellère, Ronsard. Hein. Et alors, les constellations, évidemment, c'est une habitude que l'on a prise de regarder dans le ciel et de croire, imaginer dans le ciel des choses, des astres, des êtres, des animaux ou des événements, des choses comme ça. Et donc, le zodiaque est très particulier parce que ce sont tous les astres qui s'assemblent d'une manière particulière tout autour de la région qui est parcourue régulièrement par les planètes et le Soleil, en fait. La course du Soleil dans l'année
autour d'une bande imaginaire que l'on appelle le zodiaque, qui veut dire d'ailleurs en grec la roue des animaux, parce que la plupart, à part deux exceptions, la plupart des constellations qui s'y trouvent portent des noms d'animaux, le taureau, le bélier, le capricorne. Alors en général, évidemment, ça a beaucoup servi à l'astrologie. Le lion, par exemple, le lion c'était au mois d'août à l'époque. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les problèmes d'astrologie, parce que c'est une autre conférence, un autre bouquin, mais c'est extrêmement intéressant de voir à quel point nous continuons encore à nous repérer par rapport à ces constellations-là. Et on reviendra tout à l'heure sur le sens que l'on peut donner à l'astrologie et pourquoi, effectivement, l'astrologie est très différente de la manière dont les astronomes considèrent le ciel. Les astronomes considèrent le ciel en pensant que le ciel est un objet d'étude. On s'intéresse au ciel pour ce qu'il est, c'est-à-dire Jupiter, un astre, Vénus, avec sa formation, ses propriétés, son volcanisme, les étoiles, en général, on cherche à connaître leur température, ce que c'est, voilà. Alors que le ciel des astrologues, le ciel ne les intéresse pas. Pour eux, ce sont un petit nombre de points. Les planètes sont associées à certaines vertus cardinales qu'ils leur ont attribuées et qui sont censées influer sur nos destins. Au départ, d'ailleurs, ces planètes étaient associées à des divinités. Bon, c'était donc à l'époque où les hommes avaient des religions polythéistes, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, ce qui n'empêche pas les gens à penser que l'astrologie a toujours sa validité. Alors, évidemment, il y a les galaxies. Maintenant, on va de plus en plus loin. Si on quitte les étoiles, on va encore plus loin. On est même dans la Voie lactée. Au-delà, on a des galaxies. Et au bout de la galaxie, si je puis dire, la galaxie constitue ce que l'on appelle le cosmos. Le cosmos, je veux dire, il y a énormément de mots qui en découlent. Cosmonaute, cosmobiologie, parce qu'on s'intéresse effectivement à l'étude de la vie dans le cosmos, cosmogonie, cosmologie, cosmographe, microcosme, macrocosme, ça c'est les piliers, les deux points sur lesquels l'astrologie repose, macrocosme et microcosme. Mais le cosmos, l'origine du mot cosmos, c'est la beauté, l'ordre. Et c'est pas étonnant si le mot cosmétique revient effectivement à se faire beau ou se faire belle tous les matins. Il y a d'ailleurs des fleurs, cosmos, des très très belles fleurs. Et évidemment, dans le cosmos, nous a légué aussi des mots comme Big Bang, des choses comme ça. Alors, je vais revenir maintenant doucement, puisqu'on est allé au bout, hein, au-delà du cosmos. Il y a peut-être d'autres cosmos, c'est peut-être possible, effectivement, d'autres univers, mais encore une fois, je ne fais pas de conférence sur l'astronomie et la cosmologie, donc je reviens vers d'autres mots. Et pour cela, dans le système solaire, on en trouve énormément. Évidemment. D'abord, il y a le Soleil qui a deux noms. Soleil, c'est le nom latin, mais Hélios, c'est le nom grec. Le mot hélium vient du fait que les traces d'hélium l'atome d'hélium a été d'abord trouvé pour la première fois dans le spectre du Soleil. Mais il y a d'autres mots. Le mot souci, ça c'est un des derniers que j'avais trouvé d'ailleurs. J'avais trouvé tournesol, mais celui-là, vous le connaissez déjà. Hein, c'est une plante qui se tourne vers le Soleil. Mais dans le souci, c'est une petite plante comme ça, petite fleur, très jolie. Eh bien, solsequia, ça veut dire qui suit le soleil. Et oui, c'est vrai que le souci s'ouvre et se ferme, suit le soleil de cette façon. Alors, il y a les éclipses, hein, éclipses au sens d'abandonner, effectivement, parce que tout d'un coup, on ne voit plus. Là, c'est une très belle éclipse que vous voyez. C'est d'ailleurs la Lune qui est en train d'éclipser Jupiter et ses satellites. C'est arrivé il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, une conjonction de ce type. Dans le système solaire, on voit beaucoup de choses. On voit en particulier les comètes. On vous dira un mot sur les comètes tout à l'heure, mais le mot comète s'applique aussi à un faisan à longue queue. Les braconniers les connaissent bien, les comètes. Quand un faisan est très spectaculaire, on appelle ça une comète. Et puis les comètes sont connues parce que il y a énormément de légendes et de croyances et de peurs. Hein. Vous savez à tel point que rarement la comète apparaît dans une image pour apporter une bonne nouvelle, sauf quand même dans une toile une fresque plutôt de Giotto,
en 1301, parce qu'en 1301 est apparue la comète qui ensuite s'appellera comète de Giotto, eh bien cette comète apparaît dans une fresque de Giotto sous la forme de l'étoile de Bethléem. Voilà. Alors, les planètes, évidemment, vous les connaissez maintenant, ça vient du mot planastai, parce que les anciens se sont aperçus, nos ancêtres, que les seuls objets dans le ciel qui paraissent se promener, se vagabonder à travers toutes les autres étoiles, ce sont les planètes. Ça veut dire vagabond en grec. Mercure, une très mauvaise image, mais je la mets là simplement pour vous dire pourquoi elle est intéressante, parce que de Mercure découlent des mots qu'on n'aurait pas attendus, comme merci, comme marchand, comme marchandise. Alors, quel rapport? Eh bien, le rapport, c'est que c'est une planète qui bouge très vite. Elle tourne autour du Soleil extrêmement rapidement. On la voit passer, on le voit passer, on le voit passer, on le voit passer, disparaître. Eh bien, le marchand, c'est quelqu'un qui voyage. Là, il y a une navette qui devait s'appeler Hermès. Vous savez que Mercure, c'est le nom de la planète en latin, et Hermès, c'est le nom en grec. Eh bien, effectivement, c'est le dieu des marchands, le dieu du voyageur. Donc, ça a donné marchand en vieille, probablement d'origine estrusque, le mot merx. Et en général, les astrologues, oui, surtout ceux qui font ont associé, ça me revient, ont associé à chaque planète un métal. Hein. Ceux qui transforment, vous savez, le plomb en or, comment on les appelle? Les alchimistes, voilà. Les alchimistes ont associé à chaque planète un métal. Et dans le cas de Mercure, eh bien, on a associé effectivement le métal du même nom, hein, qu'on appelait autrefois vif argent, et puis vif parce qu'il avait tendance à bouger dans tous les sens. Vénus, j'en dirais pas grand-chose, il y a énormément de choses à dire sur Vénus, bien sûr. Vénus, les maladies, l'amour, enfin plein de choses. Mars, on en dira un mot tout à l'heure, on vous fera une lecture après un extrait de mon ouvrage Les mots du ciel et de l'autre ouvrage L'astrologie est-elle une imposture, où je consacre toute une partie, un chapitre sur Mars. Vous verrez pourquoi. Mais on a évidemment des mots qui sont liés à ça. Martial, par exemple, parce que c'est une planète qui était associée au rouge. Le rouge fait penser au sang, donc à la guerre. Quant à Jupiter, non, Jupiter c'est Zeus pour les Grecs, et c'est le roi des rois, le roi des dieux, donc on l'attribue à la brillance, à la joie, et on en tire quelques mots intéressants, comme jovial, jovis, vient de Jupiter, et joubarde, puisque Jupiter est représenté, ou Zeus est représenté avec une grosse barbe. Joubarde, c'est qui a la barbe de Jupiter. Alors, vous voyez qu'à ce stade, c'est intéressant, parce qu'on fait des va-et-vient. Dans le fond, les dieux ont nommé nos planètes ont nommé un certain nombre de mots, etc. Il y a une autre planète dont je ne vais pas parler, mais qui est intéressante, le mot céréale, par exemple. Eh bien, céréale vient de Cérès. Pourquoi? Tout simplement parce que le découvreur de cette petite planète Cérès, c'était Piazzi. Je crois que c'est en 1601. Et Piazzi était d'origine sicilienne. Or, la protectrice de la Sicile, c'est Cérès, qui est une déesse de l'agriculture. Et donc, Cérès, ça donnait céréales. Vous voyez, tous ces liens, ce mariage sans arrêt entre le ciel, la terre, les divinités, la mythologie. Et Saturne. Alors Saturne, c'est le saturnisme, puisqu'on parlait du plomb. Le saturnisme, c'est une maladie du plomb. D'ailleurs, le premier terme du plomb, c'était le mot utilisé par les Romains, c'était Saturnicus, maladie du plomb. Ils connaissaient la maladie du plomb. C'est aussi, d'ailleurs, le temps qui passe, le temps qui s'écoule. C'est le vieillard, c'est la mélancolie, symbole de la mélancolie. Et là, c'est un extrait de cette chanson de Brassens, Saturne, qui raconte que Saturne nous fait vieillir et c'est lui qui préside aux choses du temps. Et pourquoi? Eh bien simplement parce qu'on voit revenir Saturne à peu près au même endroit dans le ciel tous les 25 ans. Donc ça correspond à peu près à une génération. C'était vraiment, parmi toutes les planètes connues dans l'Antiquité, celle qui se déplaçait le plus lentement parmi les étoiles.
contrairement à Mercure qui se déplace sous les mois. Alors, Uranus a été découverte beaucoup plus tard, hein, vous savez, et néanmoins, il existe bien avant qu'on ait découvert c'est Herschel qui découvre Uranus. Il existe en tant que dieu du ciel chez les Romains, et c'est aussi le dieu grec Ouranos, qui représente la voûte céleste, qui va donner naissance avec Gaïa, la Terre, à la vie sur Terre. Mais Ouranos, donc, c'est la pluie. C'est la pluie, et c'est aussi d'autres mots comme l'urètre, comme l'homosexualité masculine en Allemagne, par exemple. Voilà, et puis il y a d'autres termes aussi qui sont uranium, Neptune, neptunium, plutonium, parce qu'au moment où on a découvert Pluton, on a aussi découvert le plutonium. Voilà. Je terminerai rapidement par le calendrier, c'est encore tout un... Je vous renvoie à une conférence que j'ai faite, vous pourrez la voir sur YouTube, hein, qui s'appelle « Peut-on se passer de calendrier ?» Tout simplement parce que le calendrier, bien finalement, ça s'est pas imposé tout de suite, il a fallu faire des corrections permanentes. Il n'y a pas très longtemps d'ailleurs qu'on a ajouté une seconde, je ne sais pas si vous vous souvenez, au calendrier, il y a peut-être 1 ou 2 ans. On s'en aperçoit pas beaucoup, ça ne change pas beaucoup, mais autrefois, oui, il y avait des décalages formidables. Par exemple, le printemps se retrouvait avec un décalage d'1 mois, et c'était très gênant. Donc il y a eu des différentes modifications. Mais si on regarde les mots, le mois par exemple, le mois, ça vient du latin mensis. Alors, ça quand même, c'est le mois lunaire au départ qui permet de fabriquer des mois. Hein. Mais mensis, ça veut dire mesure. Hein. Ça se rattache à l'idée qu'il faut mesurer le temps, donc on divise l'année en 12 mois lunaires, voire 13 de temps en temps. Les jours de la semaine aussi. Les jours de la semaine, eh bien, on retrouve samedi, ça veut dire Saturnus dies, on retrouve le mot jour. Saturnus, c'est le jour de Saturne, le jour du soleil. Le jour du soleil, c'est dimanche, c'était dimanche, mais les chrétiens ont débaptisé et on en fait dies, ça veut dire le jour du Seigneur. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, puis il y a le jour du sabbat aussi, qui est devenu samedi. Mais on retrouve par exemple chez les Anglais Saturday, qui est bien le jour de Saturne. Voyez. Sonntag en Allemagne, qui est le jour du soleil. Voilà. Donc vraiment cette idée d'utiliser les planètes pour nommer les jours de la semaine, ça a été quelque chose d'assez répandu. Alors, je voulais terminer par vous dire quelque chose d'amusant, peut-être, j'espère. C'est que, attends, je vais mettre mes lunettes. Ah oui. Je vous ai dit tout à l'heure que il a fallu rectifier, en particulier recaler le calendrier pour que ça colle à peu près. En particulier pour des raisons religieuses, il fallait que Pâques tombe à peu près toujours au même moment et soit lié d'ailleurs à la date du printemps. Et la raison pour laquelle il y a eu des réformes sous Jules César et ensuite en 1580, je crois, sous l'impulsion du pape Grégoire XIII. Et là, il a tout d'un coup éliminé 10 jours, on est passé du 13 au 23. Voilà. Du 13 au 23 décembre. Et du coup, enfin non, c'était plutôt en septembre, mais enfin ça a eu le même effet pour tous les jours du calendrier. Et du coup, il y a une expression que vous connaissez peut-être, si vous vivez à la campagne, qui dit la chose suivante, à la Sainte-Luce, les jours font des sauts de puce. Ah. Si vous regardez dans le calendrier, vous trouverez que la Sainte-Luce, c'est le 13 juillet. Le 13 décembre. Non, le 13 décembre, les jours ne font pas des sauts de puce. Qu'est-ce que ça veut dire faire des sauts de puce? C'est-à-dire que les jours rallongent. Eh bien non, le 13 décembre, les jours ne rallongent pas. Ils rallongeaient autrefois le 23 décembre. Mais comme il y a eu cette réforme du calendrier par Grégoire XIII, eh bien la Sainte-Luce aujourd'hui se retrouve le 13 décembre, je vais y arriver. Vous pouvez vérifier. Mais évidemment, le proverbe, lui, est resté. Ce qui prouve d'ailleurs que c'est un proverbe très ancien, puisqu'il date d'avant le XVIe siècle. Voilà, vous voyez, on pourrait continuer comme ça à l'envi, tellement qu'il y a d'expressions absolument extraordinaires, magnifiques. Par exemple,
je ne vous ai pas parlé de comment il fallait faire pour, pour voir une étoile en plein jour. Devait-on ou non voir une étoile en plein jour? On vous dit parfois qu'on peut voir les étoiles en plein jour. Eh bien, on disait que pour être pape, il fallait voir une étoile à midi. Moi, j'ai jamais réussi à faire ça. J'ai réussi quand même, je vous conseille d'essayer un jour, lorsque Vénus est particulièrement brillante, d'essayer de voir Vénus en plein jour. Vous pouvez la suivre, il suffit de la voir le matin et vous suivez, vous cachez le soleil se lève et vous pouvez cacher le soleil derrière un arbre et vous pouvez continuer à voir Vénus très longtemps. Il m'est arrivé d'arriver à voir Vénus jusqu'à 11 heures du matin. Pour autant, je ne suis pas devenu pape. D'ailleurs, il aurait fallu que je puisse y aller jusqu'à midi. J'aurais pu être cardinal, parce que selon les croyances, on pouvait devenir cardinal si on voyait jusqu'à 11 heures. Bon, bref, de toute façon, je ne suis pas croyant. Et de toute façon, Vénus n'est pas une étoile, c'est une planète. Voilà. Alors, je terminerai avec en vous rappelant qu'il n'y a plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sable sur Terre. Et en m'émerveillant comme Dormesson, Jacques Dormesson, qui nous a quittés il y a quelques années, pour nous dire que c'est quand même grâce à la lumière qui permet évidemment au monde d'être créé, mais surtout d'être vu, d'être mesuré, d'être compris, d'être expliqué. Et que c'est grâce à cela, et grâce à notre intelligence, on peut dire qu'on est intelligent pour cela en tout cas, il y a que nous pouvons nous mesurer, savoir où nous sommes, savoir être modeste et petit. Et c'est ce lien-là entre la lumière et les lumières de l'esprit, quand il y en a, qui est un miracle permanent. C'est ce que disait Jacques Dormesson, et donc dans un livre qui s'appelle « C'est une chose étrange à la fin que le monde ». Je suis assez d'accord avec lui, et j'espère que j'ai réussi à vous donner envie d'aller un peu plus loin et de plonger dans cette quête des mots que nous utilisons, je vous le rappelle, tous les jours. Merci Daniel, merci beaucoup. Et encore désolé auprès de notre public pour les quelques soucis techniques. J'ai l'impression que tu passais quelques feuilles auprès de ton clavier, Daniel. Ah oui, peut-être, oui. Pourquoi ça faisait du bruit, il fallait me le dire. On a eu quelques remarques de bruit ambiant. Il fallait me le dire, écoute. Désolé. Sur-moi sur un point, tu ne faisais pas la vaisselle. Oh écoute, je fais plusieurs choses en même temps. Tu sais, c'est un peu comme les nouveaux ordinateurs. Ils travaillent en time sharing. Il y a quelqu'un qui pensait qu'il y avait quelqu'un qui faisait la vaisselle. Non, il n'y a personne. Non. Désolé, mais encore une fois, il fallait me le dire. Ouais, mais on ne voulait pas te couper entre tous ces mots. Ah, mais si, j'adore être coupé, monsieur le rabbin. Et on voulait éviter surtout de mettre trop de micros ouverts pour éviter d'autres soucis. Oui, et comme disait mon ami Martin, vous savez, celui qui a écrit cette redoute des contrepétries, à propos des micros. Oui. Les pannes de micros, ça brouille l'écoute. Plein d'humour, Daniel. Si tu le veux bien, j'ai quelques questions qui nous sont arrivées sur notre chat. Alors, une première question posée par un certain ou une certaine Encelade, vois-tu, qui aimerait savoir quel est le sens premier de mauvaise étoile et comment on pourrait la qualifier au sens astronomique. Une mauvaise étoile? Oui. Le terme mauvaise étoile. Non, c'était le sens mauvaise étoile, malum astrum. Effectivement, le sens premier, ça voulait dire quelqu'un qui était né sous une mauvaise étoile. On avait l'idée que les étoiles, c'était dans la sagesse populaire de l'époque, du Moyen-Âge, et même encore assez près de nous. Il y a peut-être même des gens qui pensent ça. D'ailleurs, l'expression existe encore, être né sous une bonne étoile. C'est l'idée qu'à chacun son étoile. Et quand on voit une étoile filante, on pensait aussi que c'était les âmes des défunts qui regagnaient le paradis. Donc, cette association entre l'homme et l'étoile, à chacun son étoile, être né sous une bonne étoile ou une mauvaise étoile, c'est quelque chose qui n'a évidemment rien à voir avec les étoiles. Je pense que les étoiles s'en moquent complètement, mais c'est quelque chose que nous, dont certains, dont beaucoup même peut-être encore, ont la conviction.
Voilà, on est dans un registre symbolique, on n'est pas dans un registre objectif. D'ailleurs, la plupart du temps, l'astrologie ne parle pas du ciel, ne parle que d'un effet miroir, c'est-à-dire qu'on essaye de se regarder en regardant le ciel. Tout à fait. Et décidément, notre ami Ancelade est très, très interrogatif ce soir. Tant mieux, tant mieux. Pourriez-vous revenir sur le mot lunette, l'origine de son lien avec la Lune? Le mot lunette. Mais tout simplement parce que c'est rond, c'est la forme. Autrefois, les lunettes, les premiers verres c'était en cristal de béryl, on appelait ça les bécycles, à cause du béryl. Et petit à petit, on n'a pas utilisé le béryl, on a utilisé le verre, et à cause de la forme, on a appelé ça lunette. Ça vient simplement de là. D'ailleurs, la lunette astronomique, c'est aussi ça. C'est simplement le lien avec la rotondité de la Lune. La Lune est à peu près le seul astre bien rond que l'on peut vraiment regarder tranquillement. Hein. Donc, le Soleil aussi est rond. Enfin, on ne regarde pas le Soleil, c'est impossible, alors que la Lune, c'est possible. Donc, c'est simplement ça, c'est simplement ce glissement. Alors, une question de Christine qui nous demande, retrouve-t-on de telles corrélations dans les langues étrangères? Oui, bien sûr, beaucoup, beaucoup. Oui. D'ailleurs, évidemment, alors il faudrait voir chaque langue, mais par exemple, le livre que j'ai écrit, là, Les mots du ciel, a été traduit en espagnol, et pratiquement, bon, c'est normal, nous avons une racine commune, gréco-latine, les deux langues, que ce soit l'espagnol, l'italien, l'anglais, mais l'anglais aussi, hein, il y a beaucoup de mots en anglais que l'on retrouve de la même façon, en allemand aussi, d'ailleurs. Voilà. Non, on en retrouve beaucoup. Alors maintenant, après, si on va en Inde, je sais pas, mais si on va même en arabe, puisque la plupart des mots que l'on utilise, enfin beaucoup de mots qu'on utilise sont d'origine arabe, donc on retrouve. Voilà, les rencontres font que les mots sont échangés. Il n'y a pas le français et les autres langues. Il y a le français qui se nourrit de plein d'influences en provenance de beaucoup de langues étrangères. Le ski, le sorbet glacé, c'est un mot d'origine arabe. Voilà, donc oui, on retrouve beaucoup de choses comme ça. Notre ami Ancelade, d'ailleurs, nous dit « Maintenant, les termes astronomiques plus modernes me paraissent étymologiquement moins beaux, n'est-ce pas? Trou noir, naine blanche, étoile à neutrons, quasar. » Qu'en penses-tu? C'est joli, naine blanche, quand même. Naine blanche, vous vous rendez compte? Naine blanche, c'est incroyable, il fallait y penser. Et puis, trou noir, oui, bon, trou noir, c'est assez descriptif. D'ailleurs, ça décrit rien du tout, parce qu'un trou noir, c'est tout le contraire d'un trou. C'est ce que j'explique dans mon ouvrage, d'ailleurs, parce qu'effectivement, j'évoque le problème des trous noirs. C'est le contraire. Alors oui, peut-être que les mots sont... Enfin, je sais pas, on réutilise aussi des mots anciens, comme par exemple la quintessence. Vous savez qu'il y a... La quintessence est un élément qui est utilisé pour essayer d'expliquer la raison pour laquelle il y a l'univers est en expansion accélérée. Par exemple, on a invoqué la quintessence. Un cinquième, c'était déjà le cinquième élément. Hein. Il y avait 4 éléments à l'époque des Grecs et des Romains, mais on ajoute le cinquième. Le cinquième, c'est cet élément supplémentaire qui n'est pas concret. Quintessence a donné, évidemment, c'est un mot qu'on utilise aujourd'hui pour autre chose, d'ailleurs. Dire qu'on est dans la quintessence, c'est qu'on est dans le sublime. Un autre mot, par exemple, qui donne des ramifications incroyables, le mot planétaire. On parle d'une vision planétaire des choses. La planète du livre, on peut parler. Le planétaire, c'est même quelque chose qui est bien connu par les mécaniciens. C'est un plateau qui est utilisé en mécanique et qui permet de stabiliser la rotation d'un moteur. Et il y a tous ces mots-là sont utilisés et sont très 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 arborescents. C'est ça qui m'a beaucoup amusé d'ailleurs. C'est pour ça que parfois on ne sait plus d'où ils viennent. Et tu comprendras, je suis très sensible au mot planétarium. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, dans les mots cités par Ancelade, la quasar n'est pas du tout un mot à part entière, c'est une abréviation, il me semble.
Oui, c'est un acronyme, en fait, bien sûr. Au départ, ça voulait dire quasi-stellar. C'était même, au départ, on disait QSO, c'était quasi-stellar object. Quasi-stellar radio source au départ. Donc, ça donne quasar, oui, effectivement. C'est un mot qui vient de l'anglais parce que ce sont les Américains, les Australiens et les Américains en Californie qui ont découvert ces astres-là. Alors, je regarde si nous avons d'autres questions. Je ne crois pas. Tu as le bonjour d'un certain Pascal Dubois. Je crois que c'est celui que je connais aussi. Oui, je connais Pascal Dubois, si c'est bien le même. C'est un astronome de Strasbourg, c'est bien lui. Je pense. Donc, on le salue au passage. Je ne vois pas d'autres questions de la part de notre public. Peut-être une question de mon... Si finalement, toi, Daniel Kuhn, tu avais à choisir parmi tous ces mots une référence, ton favori, ce serait lequel? C'est désir. Le mot désir que je trouve absolument magnifique. Parce qu'il est extrêmement caché, il est crypté. Imaginez que désir a un rapport quelconque avec le ciel, c'est vraiment pas évident. Et puis voir que finalement c'est parce qu'on regarde cette notion d'absence, de regret, parce qu'on ne voit plus, et du coup qui donne ce sentiment. Et donc on retrouve dans désir le mot désir, sidéris, quoi. On le sent derrière. Moi j'adore ce mot-là. Alors, il y a des mots qui sont étonnants, évidemment. J'aime beaucoup canicule, parce que là aussi, il y a une trajectoire, un cheminement pour partir de l'étoile Sirius. On commence avec les Égyptiens, on arrive avec les Grecs, on passe par les Latins, parce que les Latins, eux, nous donnent canis, et on arrive à canicule. Je trouve que c'est un itinéraire remarquable pour un mot de ce genre. Voilà, c'est formidable. Et puis qu'on retrouve après chez les Anglais, enfin... Alors, canicule et désir, ce sont les deux mots peut-être que j'aime beaucoup. On va les mettre sur le podium alors. Nous avions prévenu nos auditeurs oui. que nous allions faire un clin d'œil à ces nuits de la lecture au travers oui. de son ouvrage Les mots du ciel. Oui. On donnera les références bien sûr sur notre chaîne YouTube. Qui commence? Alors, on s'est réparti la tâche pour faire une lecture à deux voix. On n'a rien. Moi, je me mets au milieu. Je me mets au milieu puisque vous avez deux mots et moi un, je crois, c'est ça? Je commence par soleil alors. Oui, vas-y. Soleil. Le mot est dérivé du latin classique, sol, et se définit tel le roi soleil, sans autre référence que lui-même. On subit des coups de soleil, on conserve nos biens au soleil, qui d'ailleurs peut fondre comme neige au soleil. Et lorsqu'on n'a pas sa place au soleil, on est en droit de s'indigner comme Diogène. Ôte-moi de mon soleil, puisqu'il brille pour tout le monde. La parole est à Mars. Voilà, ça m'avait amusé de mettre 5 expressions dans la même phrase, comme ça, oui. Bon, écoutez, alors moi j'ai Mars. Alors Mars est intéressant parce que ça m'a permis de parler des rapports entre l'astrologie et l'astronomie. Alors je vous dis, une parenthèse est utile pour faire observer que le langage symbolique possède des limites qui tiennent à distance des réalités du monde physique. Méfions-nous des analogies faciles. Dans l'exemple de la planète Mars, la couleur rouge évoque pour l'astrologue le sang qui coule, donc la guerre, et avec elle la mort. Pour l'astronome, en revanche, la couleur rouge peut avoir de multiples causes. Seule l'expérience décide. Des tests effectués lors des premières missions spatiales vers Mars attestèrent de la présence de fer à la surface de cette planète. La couleur rouge provient en partie de son oxydation. Or, l'oxydation requiert la présence d'oxygène, notamment sous forme d'eau, dont la surface révèle la présence. L'eau est synonyme de vie sur Terre. Il est donc légitime de se poser la question de l'existence de la vie sur Mars. La vie a-t-elle existé dans le passé? Peut-on la retrouver dans le sous-sol sous forme primitive? Nous n'en sommes encore qu'à formuler des hypothèses qui ne seront tranchées
que lors de prochaines missions exploratoires. Autrement dit, Mars, rouge, guerre, sang et mort, chaîne symbolique qui fonctionne sur l'analogie et la fête, a donc fait place à Mars, rouge, fer, eau et vie, qui a fait appel à de stricts liens de causalité. Dans un cas, on part de Mars, on arrive à mort, dans l'autre, on part de Mars et on arrive à vie. Voilà. Et si tu veux bien, on va enchaîner par comète. Absolument. La grande comète de 1811 fut si belle que Napoléon avait cru y voir un présage favorable à son projet d'envahir la Russie. On connaît la suite, mais qu'on se rassure, son apparition coïncida avec le fameux vin de la comète. L'astronome et ami Michel Festou et ses collègues, dans les comètes, mythes et réalités, faisant preuve de mauvais esprit, insinuent que l'été et l'automne exceptionnellement beaux et chauds de cette année-là ne furent peut-être pas étrangers à la qualité de ce vin. L'on voit à quel point les scientifiques ironisent sur leur propre refus de croire. La comète de Halley fut à l'origine du jeu de la comète, jeu de cartes inventé pour distraire le roi Louis XV et qui aujourd'hui s'apparenterait au nain jaune. Madame de Sévigné écrivait en 1681 lors de son passage « Nous avons ici une comète qui est bien étendue. C'est la plus belle queue qu'il est possible de voir. » À Paris. Ouais. Merci. J'ai juste encore une question qui vient de nous tomber à l'instant, cette fois-ci en rapport avec les prénoms. Une personne nous demande s'il y a d'autres prénoms que Stella liés au ciel. Oui, je crois, oui. Je ne les ai pas répertoriés. Oui, je crois. Stella, il y a Luce, hein, tous les prénoms qui sont liés à la lumière quand même. Hein. Oui, oui. Stella, Luce. C'est vrai que j'ai pas fait la recherche de ces prénoms-là. Comment? Quelqu'un nous souffle le prénom de Célène. Il y a Céleste, hein? Ouais, et Célène aussi, oui, effectivement. Oui, Célène, Céleste, oui, c'est ça. Absolument. C'est bien, on va remplir notre carnet. Bon, écoute, Daniel, je ne vois plus d'autres questions. Je pense que nous allons clore là ce bon moment entre littérature et ciel, en espérant Merci. de beaux écrits de ta part. Un livre est-il en cours? Ah, oui, j'essaye de... Oui, je pense à écrire un livre sur... Comment? Un scoop pour le Jardin des Sciences? Oui, enfin, on a commencé, j'ai fait ça avec quelques amis, un livre sur Hubble. Vous savez que c'était le 30e anniversaire là, de la mise en service de Hubble, je parle du télescope. Donc, de Hubble à Hubble, on va partir de l'astronome et on va arriver à ce formidable projet qui a été réalisé et qui a montré quand même, qui a apporté une moisson d'images et de résultats. 30 ans, c'est quand même absolument fabuleux. Et en plus, moi, j'ai eu la chance de travailler au fameux observatoire du Mont Wilson à Pasadena. Et lorsque vous pouvez voir sur le site à quoi ressemble ce fameux Hooker télescope, hein, qui avait été mis en service en 1919 à peu près. Et c'est là que Hubble a trouvé et découvert l'expansion de l'univers en observant les galaxies. Et j'ai eu la chance d'être là, d'être au même endroit, de mettre mon œil à peu près dans le même oculaire que Hubble. Ça m'a toujours fait quelque chose quand même. C'est pas rien. Voilà. Avec impatience, le James Webb télescope, si tout va bien. Oui, voilà, justement, c'est pour ça qu'on fait ça. Parce qu'on passe de l'un à l'autre, on continue. Comme l'univers est en expansion, il faut aller dans l'infrarouge pour essayer de voir ce qui s'y passe tout au bout là-bas. Merci pour ces bons moments. Merci. Moi, j'ai une citation que j'aime bien aussi, c'est celle de Jacques Prévert. De deux choses l'une, l'autre, c'est le soleil. Oui. Voilà.
Alors j'aime bien dire, moi j'ai une chose que j'ai découvert. Je peux là, je peux dire quelque chose. Oui. Si vous voulez faire cette expérience, je l'ai faite il y a quelques temps. Vous regardez le soleil très brièvement, parce qu'on peut pas rester longtemps comme ça, à l'œil nu en tout cas. Quand je regarde le soleil, quand je le vois, je me dis que dans 6 mois, on sera de l'autre côté. Ça me fait toujours une impression très forte. Ça me donne le vertige. Faites-le, vous verrez. Voilà, c'est une bonne conclusion. On remercie tous nos spectateurs du jour. On leur souhaite une bonne fin de soirée. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour cette fois-ci parler des images en astronomie, parce que c'est pas une mince affaire cette histoire-là. Les images que vous voyez, on les traite, et Vincent Mazet, qui est du laboratoire ITUB ici à Strasbourg, viendra nous expliquer tout cela. Voilà, Daniel, tu ne quittes pas. Merci. Reprends en technique. D'accord. À tout le monde. Merci. À bientôt et encore désolé pour les soucis techniques. Merci à tous et bonne nuit de la lecture. Bonne soirée.